En introduction, je dirais seulement quelques mots, que l'intelligence artificielle est un sujet incontournable aujourd'hui pour l'industrie et les PME. Ce webinaire a pour objectif de nous éclairer sur les solutions que peut apporter l'IA aux PME manufacturières et de vous présenter des cas d'usage et des retours d'expérience de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les industries. Une fois ce périmètre mieux défini en première partie, nous échangerons sur le sujet du financement privé de ces projets de dépenses immatérielles. Donc ma première question sera pour François-Marie Le Saffre. Peux-tu nous décrire, François-Marie, le type de projet d'intelligence artificielle dans l'industrie manufacturière, par exemple en maintenance prédictive ou optimisation de la chaîne logistique, par exemple? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, comme vous le savez, et merci pour l'introduction, Anne-Cécile, AI is everywhere. L'IA, on en met un peu partout. On va regarder un petit peu dans quelques minutes à la fois des cas d'usage et aussi pourquoi en fait ça se diffuse un peu dans tous les recoins, notamment par la variété des technologies sous-jacentes, on va dire. Quels sont les défis des PME aujourd'hui pour n'importe quelle entreprise industrielle? Le triptyque, le triptyque le plus important, quelque part, c'est le fameux QCD, hein, coût, qualité, délai, qui est la préoccupation en fait, de chacune des entreprises. Produire à moindre coût dans la qualité et dans les délais qui sont demandés par les clients. Donc, ce sujet, c'est en fait l'excellence opérationnelle de l'entreprise. Et d'une certaine façon, les techniques ou les systèmes d'intelligence artificielle sont bien adaptés à ça, dès lors que l'entreprise est, on va dire, suffisamment mature d'un point de vue maturité digitale, on va dire. C'est-à-dire que l'IA est principalement utilisée pour maîtriser et optimiser les process, hein, donc il faut déjà qu'il soit assez bien, d'une certaine façon, récurrent, et qu'on ait un niveau d'instrumentation en fait, de ces process qui soit suffisant. D'une certaine façon, c'est bien par la disponibilité en fait, des données de production que l'on est en mesure de pouvoir utiliser ces techniques-là dans les use cases. Alors, lesquels sont-ils? Si on parle d'excellence opérationnelle, on va parler des processus de production, hein, depuis l'arrivée des matières jusqu'à la sortie des produits finis. Mais également en amont, on va dire tout ce qui est le développement de nouveaux produits voilà, qui est aussi utilisé de plus en plus. Et quand on regarde à l'autre extrémité, d'une certaine façon, ça va être toute la relation client et l'accompagnement en fait, à la croissance, au minimum à la résilience, mais aussi à la croissance de l'entreprise. Donc, quelques exemples, si on regarde l'optimisation des processus de production, par exemple, en termes de process control, de contrôle qualité ou d'optimisation, hein, on a des exemples dans lesquels la mise en œuvre de systèmes d'aide à la décision pour la supervision de process peut faire gagner jusqu'à 10-15% de qualité produit, on va dire, hein, par la précision en fait, du suivi et de la supervision des procédés de fabrication. Le contrôle qualité, évidemment, aussi en utilisant notamment des techniques d'analyse d'image, hein, mais pas que. Hein, il peut aussi y avoir une estimation prévisionnelle de la qualité et le contrôle qui est opéré en bout de chaîne. Sur l'organisation aussi des procédés, du process, tout ce qui est optimisation à la fois des points de fonctionnement, on va dire, des réglages des outils ou des machines pour le procédé, mais aussi l'allocation des ressources, la planification des opérations sur lesquelles les techniques d'optimisation peuvent être très efficaces. Donc le premier point, c'est les processus de l'excellence opérationnelle, parce que ce sont des activités qui sont récurrentes. Et là, l'IA, elle est géniale pour les activités récurrentes. Pour les nouveaux produits, on voit arriver ça également. Ce sont des activités qui sont un peu moins récurrentes. Néanmoins, les bureaux d'études, par exemple, en ont quand même fortement, fortement besoin, surtout dans la conception routinière. On a vu sur certaines applications des capacités de réduire de façon drastique les temps de conception de nouveaux produits. Pour certaines applications, ça a pu passer, évidemment c'est des cas un peu extrêmes, mais enfin ce sont des cas réels, de 3 semaines de temps de conception jusqu'à une demi-heure de temps de conception.
ça peut être extrêmement, extrêmement efficace. Donc on va utiliser là-dedans bon, tout ce qui est les applications d'ingénierie système, hein, le lien aussi avec de l'ingénierie système basée sur les modèles, par exemple, hein, pour les situations très, très avancées. La simulation numérique aussi qui permet de faire du what if. Et pour la partie test aussi, puisque d'une certaine façon, la partie test des produits vise à déterminer si les fonctionnements, si les fonctions spécifiées sont effectivement bien résolues. On a dans ces cas-là, par l'analyse des résultats de test, une compréhension du comportement en fait, des produits conçus, et donc la capacité de pouvoir vérifier leur adéquation par rapport aux spécifications. Enfin, l'autre bout de la chaîne, sur la partie market analysis ou personnalisation, enfin du client, interaction avec le client, il y a toute la partie support client notamment, avec l'arrivée aussi de capacités de traitement du langage qui sont aujourd'hui extrêmement importantes. J'y reviendrai dans quelques instants. Juste un mot aussi peut-être sur l'optimisation en termes de retour d'expérience. On a vu l'utilisation de ces techniques-là qui permettent par exemple à des équipes qui sont en charge de la planification d'une opération et qui peuvent prendre jusqu'à une demi-journée à 5 ou 6 corps de métier pour se mettre d'accord sur un planning, en fait, qui évidemment à la fin de la journée est faux parce qu'il s'est passé tout un tas d'aléas pendant la demi-journée, des capacités de pouvoir produire un planning en une dizaine de minutes, ce qui autorise de pouvoir déjà, comment dire, plus coller à la réalité et influer sur la réalité, mais aussi de pouvoir élaborer plusieurs scénarios potentiels de planification, par exemple. Donc, coût, qualité, délai, excellence opérationnelle pour les entreprises, c'est vraiment le cœur de l'application de techniques d'intelligence artificielle et elles sont accessibles aux PME. Alors, un poil de focus sur de quoi on parle en matière d'IA, si tu peux passer au slide suivant. Bon, je ne vais pas rentrer dans les définitions parce qu'il y en a de multiples, mais enfin, pour aujourd'hui, on prendra celle qui peut bien aller, qui consiste à dire que les techniques d'intelligence artificielle, en fait, c'est des techniques d'automatisation des tâches cognitives. Ce qui est important, donc, ça peut être, d'un point de vue de l'analyse d'un process, la capacité de pouvoir percevoir, comprendre ce qui est en train de se passer, diagnostiquer, comprendre les routes causes, prédire aussi, regarder les effets, par exemple, des aléas sur un process, et prescrire, c'est-à-dire aider à la recommandation à l'action. Ces différentes tâches cognitives qui peuvent évidemment être combinées les unes les autres, certaines confiées aux êtres humains et certaines confiées à la machine, ça c'est à décider dans vos entreprises. Et entendons-nous bien que quand on parle d'intelligence artificielle, il y a beaucoup de technologies différentes, hein, que ce soit l'IA symbolique, les systèmes experts, toutes les capacités d'apprentissage avec le machine learning et le deep learning, mais aussi l'optimisation, donc la programmation par contrainte, la capacité d'optimisation sous contrainte ou autre. Donc, ayons dans la tête que par rapport à une problématique cognitive que vous souhaitez automatiser, vous avez un certain nombre de technologies différentes et choisissons la bonne. Le dernier point, c'est qu'il y a aussi l'arrivée, vous le savez, d'IA générative qui change un petit peu la donne d'un point de vue usage, au sens où les opérateurs, les gens des entreprises peuvent les utiliser presque directement, en particulier pour tout ce qui est l'exploitation des données textuelles. Voilà, je m'arrête là pour cette introduction. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre, sinon on passe à la suite. Merci beaucoup François-Marie. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat maintenant parce que François-Marie va devoir quitter la réunion. Et si vous avez des questions et qu'il est déjà parti, n'hésitez pas quand même à les poser et on lui transmettra pour qu'il puisse vous apporter la réponse la plus pertinente possible. S'il n'y a pas de questions, du coup, je propose qu'on enchaîne. Donc, sur une
prochaine question qui pourrait, enfin du moins s'il n'y a pas de questions des personnes qui assistent au webinaire, nous on a prévu des questions sur les cas d'usage, le coût et le ROI de ces projets d'intelligence artificielle. Et donc on va donner la parole à nos intervenants pour ProBias, s'il vous plaît. Bonjour, pardon. Alors qu'on se synchronise de notre côté. Bonjour à toutes et à tous. Ouais, donc on va tenter de répondre à cette question au travers de ce que nous on a pu voir chez ProBias. On peut passer au slide prochain, Laura, s'il te plaît. Ouais, juste alors pour la petite histoire, on va pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais bon, le sujet de l'intelligence artificielle, nous, c'est un sujet qu'on travaille depuis 2003, date de notre création. Donc on a pu voir pas mal de choses et voir aussi un petit peu comment le secteur, le marché a évolué depuis ces plus de 20 ans maintenant. Donc initialement, on est basé à Grenoble avec une présence à Paris, ce qui nous permet de cadrer aussi géographiquement et de voir un petit peu des spécificités plus régionales et locales. Et juste pour finir, voilà, depuis 2016, nous on fait partie du groupe La Poste. Donc concrètement, tous ces sujets de traitement de la donnée, d'optimisation des process et d'intelligence artificielle au sens large, on a pu les mettre à profit dans un mastodonte qui est celui du groupe La Poste. Voilà. ProBias aussi sur les sujets d'intelligence artificielle très liés avec le monde académique. Donc la vision qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une version à l'état de l'art. Et ma foi, pour ce qui est de la présentation de ProBias, je pense que j'en ai assez dit. On peut enchaîner alors. Voilà, c'était pour vous contextualiser un petit peu à qui vous parlez. Et maintenant que vous savez à qui vous parlez, effectivement, tout à l'heure en introduction, on parlait de la multitude des cas d'usage autour de l'intelligence artificielle. Il y en a tellement qu'aujourd'hui, le terme IA est un petit peu galvaudé. Donc avant de parler de cas d'usage précisément et ROI, ça peut être intéressant aussi de préciser les thématiques qui constituent ce qu'on entend aujourd'hui par intelligence artificielle. On va retrouver donc en premier lieu, tout à gauche, la prédiction et scoring. Concrètement, c'est la capacité à prédire, anticiper le futur en se basant sur des données passées. Donc, on va pouvoir trouver des applications autour notamment du marketing, du commerce pour prédire l'impact d'une promotion, segmenter des clients notamment. Voilà, ce genre de choses. On a aussi un pan de l'intelligence artificielle qui est autour de la vision par ordinateur et fusion des capteurs. Concrètement, c'est la capacité d'un système à combiner des images ou d'autres types de capteurs, du poids, de l'infrarouge, à un système intelligent. Donc, en fonction de ce signal entrant, qu'est-ce qu'on fait après, comment on le fait et pourquoi on le fait. Donc ça va être des applications du type véhicule autonome. Ça peut être aussi des applications autour de la sécurité pour détecter l'endormissement en voiture, sur de l'industrie aussi pour faire du contrôle qualité. Voilà, pas mal d'applications là-dessus. Un des champs d'application qu'on a le plus en tête aujourd'hui quand on parle IA, ça va être celui du traitement automatique des langues. On peut dire grâce à ChatGPT qui n'a pas mis la lumière sur ce pan d'expertise. Et concrètement, c'est la capacité d'un système informatique intelligent à comprendre et traiter le langage humain sous forme de texte ou même sous forme de langage. Et du coup, concrètement, c'est une expertise qui va être utilisée dans des cas d'usage comme de l'IA générative pour avoir un chat GPT maison dédié à ces données métiers en entreprise, des sujets de chatbot également ou de classification documentaire. Donc voilà pour ce qui est du traitement automatique des langues.
Si on enchaîne rapidement, on va aussi alors, je vais rapidement sur les réseaux bayésiens, mais concrètement, le réseau bayésien, ça va s'opposer au réseau de neurones, et c'est une approche probaliste qui va nous permettre de prendre des décisions ou de prédire des résultats en fonction de plusieurs facteurs incomplet ou incertain, et avec l'avantage d'avoir un gros potentiel d'explicabilité des décisions prises. Voilà, donc ça peut être utilisé sur des sujets comme la météo, pardon, des détections de trajectoire, ce genre de choses. Et enfin, on va avoir l'expertise autour de la recherche opérationnelle et l'optimisation. Concrètement, l'idée autour de cette expertise de l'IA, c'est par le biais d'algorithmes de trouver la meilleure solution pour résoudre un problème complexe. C'est aujourd'hui au travers de cette expertise qu'on va pouvoir optimiser tout ce qui va être des flux logistiques, flux humains, flux de circulation, puis optimiser tous les process au sens large. Concrètement, on a un problème, plusieurs chemins pour le résoudre. Quelle est la meilleure solution en fonction de nos objectifs? Voilà, donc pour ce qui est de l'intelligence artificielle, et on peut passer au prochain slide pour mettre en illustration concrètement ces sujets-là. Typiquement, pour vous illustrer comment se passe un projet IA chez ProBayas. En tout cas, on arrive donc sur un contexte. L'objectif initial, c'est de bien se mettre d'accord sur les enjeux. En l'occurrence, là, ce projet-là autour du pilotage de l'énergie et de la détection des anomalies, l'enjeu concrètement était de bien comprendre sur un site industriel comment les équipements fonctionnent en fonction de leur consommation électrique, pour pouvoir générer un suivi automatique et en fonction de cette consommation électrique, détecter quand quelque chose fonctionnait mal. Du coup, on arrive dans un contexte où il y a ces enjeux-là qui sont remontés. La manière d'aborder le sujet se passe ainsi. Le truc le plus important, le cœur, le cerveau de nos solutions, ça va être la donnée. Donc, il y a une grosse phase en amont de collecte de ces données de consommation, de ces signaux, pour après apporter un petit peu de compréhension, segmenter et voir ce que comporte cette donnée, pour dans un troisième temps y apporter de l'intelligence entraînant des modèles, pardon. Et du coup, une fois ça fait, on est en mesure de mieux détecter lorsque les équipements présentent des signes d'anomalie de fonctionnement, d'identifier aussi ces anomalies. Et l'approche a été faite de manière à ce que ce cas d'usage puisse être déployé d'un site industriel à un autre. Donc il y a cet avantage aussi sur un projet IA que lorsque les efforts sont faits, on peut capitaliser sur ces efforts pour les déployer et les étendre à d'autres services ou d'autres sites. Je vais passer rapidement aussi sur le prochain cas d'usage qui est également autour de la détection, mais là, de panne, et sans prendre en compte la consommation électrique. On a des sujets où l'objectif, c'est... on a plutôt des organisations où les outils de production sont centraux, donc évidemment critiques, et donc le maintien en condition opérationnelle de ces équipements est également critique. Du coup, c'est dans ce contexte-là qu'on a été amené à travailler sur de la détection automatique de panne de ces équipements critiques. Et du coup, là, concrètement, un petit peu comme sur le précédent projet, l'idée, c'est d'arriver et de se rapprocher des métiers pour comprendre déjà leur manière de travailler, comment eux diagnostiquent les pannes, pour après basculer sur la récolte de la donnée, la valorisation de cette donnée. Et une fois que tout ça est structuré, cette phase initiale, on va pouvoir apporter de l'intelligence. Donc là, en l'occurrence, c'était au travers des modèles bayésiens
et de l'utilisation de C++ parce qu'on avait une problématique de temps réel. Concrètement, donc, à l'issue de ce projet, on était en mesure du coup de diagnostiquer 90% des pannes observées avec du coup des gains de temps, d'efficacité qu'on imagine avec ces manipulations qui ne nécessitaient plus d'intervention humaine de bout en bout. Voilà donc les deux approches que je voulais vous évoquer. Et sur les deux prochaines, je vais laisser la parole à Élie. Tu peux changer de slide, Laurent. Bonjour à tous. Du coup, pour continuer sur les références clients qui sont assez représentatives, là, on va passer chez un client qui est en charge du recyclage de produits nucléaires, donc plutôt une PME, et qui est confronté à des maintenances sur des appareils, notamment ici un élévateur, qui nécessite l'intervention de l'humain assez régulièrement. Et du coup, les contraintes existantes sont notamment la mise en danger des personnes qui vont intervenir dans une zone dite contaminée, du coup. Donc, c'est trouver via l'intelligence artificielle la meilleure solution pour anticiper ces maintenances et éviter de se retrouver coincé à faire intervenir quelqu'un lorsque l'appareil est en route, en gros, pour résumer. Donc, notre démarche, elle a été déjà d'analyser tous les cycles de fonctionnement, sans mettre en péril, évidemment, le fonctionnement de toute la chaîne. Et donc, du coup, sur le schéma que vous voyez, la cuve en rouge contient avec une vis sans fond qui fait transporter le produit d'un endroit à un autre. Et sur la droite, une tige avec un chariot élévateur. Et c'est cette partie-là qui tombe en panne régulièrement. Et du coup, il y avait deux problématiques. Donc déjà, en termes de complexité de ce sujet-là, c'était notamment le fait que le process s'arrête. Donc, il y a un impact sur la production et sur la productivité du site. Donc ça, c'est un premier élément. Ça n'est pas le ROI principal, naturellement, mais c'est plutôt le fait de devoir intervenir dans un milieu contraint pour les dépanner dans un lieu exigu avec beaucoup de chaleur, qui est dangereux pour qui est donc contaminé. Et donc l'idée ici, c'est d'avoir un ROI qui se divise en deux volets, donc à savoir le côté financier pour limiter l'interruption de la production et d'anticiper ces pannes en étudiant le cycle d'usage et de pérennité de l'outil pour anticiper ces pannes à J+7, idéalement. Et dans un second temps, naturellement, le côté ROI humain, donc de protéger et de prévenir les personnes qui vont intervenir sur ce site-là. La plus grosse problématique à laquelle on a fait face, c'est le côté nécessité de l'explicabilité. Alors, c'est un sujet qui revient beaucoup dans le domaine de l'IA. C'est les algorithmes et les procédés d'auto-apprenants comme le machine learning, le deep learning, les réseaux de neurones, sont des éléments qui sont très puissants, mais qui ont une capacité plus maigre à expliquer par A plus B l'effet de comment on en est arrivé à cette conclusion. Du coup, en plus de l'algorithme de prévenance pour anticiper cette panne et maintenance à J+7, il a fallu aussi déterminer un niveau d'explicabilité qui était influençant pour la maintenance et pour les décideurs. Et on va passer à celle d'après, qui est du coup la détection d'anomalies sur des anodes pour réduire la consommation énergétique. Alors, c'est pareil, il y a double retour sur investissement et la réduction de la consommation énergétique et également un aspect financier. Comme vous pouvez le voir à droite, il y a un gain estimé à 1 million par an par usine. Donc, on est sur une PME, une plus grosse PME, manufacturiers d'aluminium qui sont confrontés en fait à de la fabrication d'aluminium par bain. Et donc les bains d'aluminium chauffés à haute température fondue ont des détecteurs avec des anodes et des cathodes. Et la problématique, c'est que lorsque il y avait une anode ou un bain qui était bloqué, défectueux, toute la production s'arrêtait, donc les bains réduisaient en température, donc il fallait soit jeter, dans tous les cas, la production d'un bain unique, mais si jamais l'intervention immédiate prenait trop de temps, il fallait jeter toute la production de tous les bains en cours. Donc il a fallu anticiper ça, déterminer des seuils limites dans lesquels on va pouvoir anticiper les anodes défectueuses et anticiper du coup des maintenances pour éviter tous ces éléments de pertes et énergétiques et financières. Donc, pour avoir un petit ordre d'idée, on se retrouve avec une anticipation de l'apparition de ce qu'on appelle du coup de champignons métalliques, avec des anomalies du coup de 6 à 10 jours. Donc, ça permet quand même d'anticiper considérablement les process de maintenance et l'intervention sur des cycles d'arrêt
prévues à cet effet pour éviter des dépenses énergétiques et financières démesurées. Et donc, du coup, ça, pour rentrer dans les démarches beaucoup plus techniques, c'est malheureusement pas notre métier, Alan et moi, mais on se retrouve avec des algorithmes de machine learning et de deep learning pour faire tout ce qui est autour des modèles prédictifs et préventifs, naturellement. Et après, pour parler plus globalement des projets d'IA, qui sera voilà, les points d'attention à la mise en place d'un projet d'IA, il y en a plusieurs. Alors, c'est déclinable à tous les secteurs d'activité, cette partie-là, donc à savoir qu'aujourd'hui, comme le disait Alan, la matière première d'un projet d'IA, ça va vraiment être la donnée et la donnée exploitable. Aujourd'hui, on se rend compte par nos actions commerciales et de partenariat, il y a énormément de sociétés qui s'orientent et qui se dirigent vers de l'IA et vers l'innovation autour de l'IA. Mais la problématique première, c'est quelles données sont exploitables, quelles données vont être utiles dans le cadre d'un projet IA et comment qualifier, annoter ces données pour qu'elles soient exploitables à nouveau sur des modèles algorithmiques. Il y a toute une problématique amont qui est très importante. Et donc aujourd'hui, que ce soit ProPayes, Soprasteria ou d'autres sociétés qui peuvent intervenir pour accompagner du coup via un expert IA, donc plutôt des experts techniques qui vont eux accompagner les entités métiers et techniques à préparer, anticiper l'exploitation de ces données. Et ça permet de déterminer aussi les bénéfices et les risques du projet. Parce qu'en général, un projet d'IA, on va y venir plus tard, à un certain coût. Donc, il faut déterminer et le retour sur investissement, les bénéfices et le risque du projet. Donc, la mise en place, si jamais c'est nécessaire, d'un système d'acquisition de données, si jamais il n'y a pas de données, et autrement, de qualifier ces données en amont. La réussite d'un projet d'IA, elle est aussi déterminée par la disponibilité des équipes. Souvent, les projets d'innovation sont à rallonge. On parle de mois, de plusieurs mois ou même d'années ou de demi-années. On est très, très dépendant sur les projets d'IA de la disponibilité des équipes, aussi bien des équipes métiers qui vont être les utilisateurs d'une solution que des équipes techniques internes ou prestations externes pour le partage des compétences dans l'intégration de ces solutions et le déploiement à l'échelle de ces solutions au sein d'un système d'information. Donc là, c'est une phrase un peu marketing, mais de ne pas oublier que l'humain est au centre d'un projet d'IA et que l'IA reste un outil complémentaire à la bonne réalisation du métier de chacun. Et qu'aujourd'hui, pour porter un projet d'IA, il faut que la partie construction du prestataire et du client soit plutôt un partage, donc une co-construction de projet. On a intégré un peu en optionnel le côté de l'analyse des compétences internes, donc à savoir à partir du moment où le projet est lancé, est-ce que vous, en interne, vous aurez les capacités de prendre le suivi, donc le maintien et le suivi de la solution déployée? Est-ce que vous avez des équipes de data science? Est-ce que vous avez une entité R&D? Est-ce que c'est des choses que vous sous-traitez par de la prestation? Donc ça, c'est des choses à déterminer en amont qui vont prévenir et qui vont permettre de se rendre compte aussi de l'ampleur d'un projet d'IA en fonction des départements qui seront concernés. Et toute la partie un petit peu plus hardware, informatique, infrastructure, système d'information, qui est aussi en termes de puissance de calcul et de disponibilité, notamment sur les modèles d'IA générative, peuvent être relativement gourmands en termes de puissance de calcul, de GPU et de CPU. Donc, il faut avoir aussi conscience de ce côté infrastructure qui peut être soit bloquant, soit coûteux, soit les deux, ou alors si on a déjà une infrastructure bien stable et bien établie, n'être qu'une promenade de santé, mais c'est rarement le cas. Donc, il faut quand même se rendre compte de tout cet impact qu'il peut y avoir et après de permettre de définir le mode de déploiement. Les personnes, en fonction de la sensibilité des données, qui vont plutôt avoir le besoin d'intégrer ça en local auprès de leur serveur ou d'avoir la capacité de le laisser en sous-traitance à une entreprise tierce. Voilà, ça, c'est vraiment les points d'attention. C'est pas, il y en a sûrement d'autres. Nous, c'est les principaux qu'on a identifiés et qui reviennent beaucoup de la part de nos clients et qui sont des éléments importants à prendre en compte. On peut continuer, je pense. Alors, slide très rapidement, hein, mais c'était pour animer un petit peu le côté où on a la partie co-construction d'un projet entre une entreprise qui a l'expertise et le projet avec les équipes. Et si on
retrouve donc un élément important qui est, je pense, quelque chose qui va être intéressant pour tout le monde. Donc, une idée, un moyen d'implémenter sur mesure. En tout cas, Acrobias, on fait du sur mesure. Donc, on se retrouve entre 40 000 et 120 000 euros en comptant et la partie prototypage et la partie déploiement, intégration dans les systèmes d'information. Bien évidemment, ça peut aller bien au-delà de 120 000 euros. C'est des coûts qui sont uniques. En général, la partie maintien MCO et suivi des algorithmes et suivi de la technologie, etc., c'est dans 95% des cas pris en charge par la société qui a les moyens de maintenir cette solution. Autrement, ça donne lieu évidemment à du support et de la maintenance tierce dans le temps. Mais voilà, mais le gros du projet se trouve entre 40 et 120 000 euros. Et à côté de ça, tous les éléments variables qui peuvent intervenir, donc la complexité, faisabilité technique et disponibilité des données, comme on y revient. S'il y a la nécessité d'intégrer un système d'acquisition de données sur plusieurs mois pour créer de la donnée qualifiée et derrière l'exploiter, évidemment, ça va engendrer des coûts supplémentaires et d'investissement matériel sur de la caméra ou de l'appareil photo qualitatif pour créer ces données et derrière de l'exploitation de celle-ci. Il y a tout le côté aussi sur l'IAGEN pour la consommation des LLM, mais également sur les algorithmes auto-apprenants, donc le réentraînement des modèles pour limiter ce qu'on appelle du coup les hallucinations, pour maintenir en fait une qualité de service de ces algorithmes. Ça peut nécessiter une intervention annuelle, ponctuelle ou biannuelle en fonction de la volumétrie des données et de la complexité de celle-ci. Donc voilà, il y a beaucoup de variables qui peuvent entrer en jeu, qui sont aussi d'ordre parfois plus industriel, plus technique, hein, comme les cycles de production d'une chaîne industrielle, comme l'a très bien précisé Alan plus tôt. Ça peut être aussi sur toute une partie logistique, supply chain, les plans de transport. Il y a tout l'humain qui rentre en compte, les planifications, etc. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent impacter ce budget. Mais sur un budget classique, intermédiaire, comme on a l'habitude d'en voir dans 90% des cas, on se trouve entre 40 000 et 120 000 euros à peu près. Et pour parler du coup sur une note plutôt positive après cette fourchette de prix, on va avoir la capacité de déterminer les attentes en termes de ROI. Alors cette partie-là, elle est vraiment en amont avant de vraiment déployer le projet et la solution naturellement. On fait en sorte de définir de manière hypothétique et réaliste à la fois le ROI potentiel. Alors, ou en termes de pourcentage, ou alors en termes de pourcentage, pardon, de réduction financière, comme on peut le voir ici, ou alors il y a plusieurs types de ROI qui sont autres que les coûts financiers, à savoir aujourd'hui, ce qui revient beaucoup, c'est la réduction de l'empreinte carbone, donc l'optimisation des dépenses énergétiques. Quand on voit l'évolution des coûts sur une entreprise manufacturière et industrie, en général, c'est le premier levier, alors, et pour le côté empreinte carbone, écologie, mais induit la réduction des coûts naturellement. Il y a aussi beaucoup de sociétés aujourd'hui, à part l'effervescence et le fait que l'IA s'implante un peu partout, le fait d'augmenter l'engagement de ses salariés et de prévenir du coup des risques humains également. Donc il y a tout ce côté-là. Alors les chiffres, je ne les connais pas, mais je sais qu'il y a eu des recherches qui ont été faites, des études sur des salariés qui sont prêts ou pas à changer de société parce que l'IA a été implantée dans certains process métiers, etc. Donc on retrouve l'engagement des salariés en termes de ROI qui revient régulièrement par nos clients. Et naturellement, ce côté production et industrielle, c'est améliorer, performer et optimiser ces processus de maintenance industrielle, de fabrication industrielle, de production, tout simplement, comme il a déjà été dit plus tôt, qui vont être des éléments très importants et qui vont être, en général, dans le domaine de l'industrie, les premiers types de ROI qui vont être sélectionnés en fait, par les entités opérationnelles. Et de là, certains indicateurs clés vont entrer en scène pour déterminer les niveaux de performance, donc à savoir la qualité, la volumétrie des données en amont, vont permettre d'avoir un algorithme et des modèles d'intelligence artificielle qui vont être plus performants, plus pertinents, plus fins et qui vont avoir du coup des précisions et des performances à la limite de la perfection. À savoir que l'IA n'est jamais du 100%, ou rarement, mais on se retrouve avec des scorings qui peuvent aller jusqu'à 90, 92, 95, 98% sur certains projets en fonction de la qualité des données et de leur volumétrie. Tout ça également avec la précision dans l'identification des enjeux en amont
et l'usage qu'en est fait de la solution. Si c'est un projet de recherche et qu'il n'y a qu'un prototypage qui est réalisé, le ROI, il n'est qu'hypothétique au départ. Il faut le déployer en interne et qu'il soit intégré à tout le process industriel pour qu'on se rende compte du ROI à court, moyen et long terme. Voilà, c'est à peu près tout pour nous, en tout cas de notre connaissance et de notre partage au niveau de l'intelligence artificielle et des cas d'usage qu'on a pu vous présenter. Eh bien, merci beaucoup parce que c'était vraiment très intéressant. J'ai une question. Qui sont vos intervenants enfin vos correspondants, on va dire, dans les PME? À qui vous parlez en général? Alors souvent dans les PME, c'est directement sur les décideurs haut niveau, donc ce qu'on appelle plus communément les C-level. Donc on va retrouver soit le PDG, soit le CEO, soit plus rarement, si la PME est très structurée déjà, ça peut être le directeur des opérations, le directeur de l'innovation. Ok. Et en complément, sur certains cas, on va avoir aussi des chargés de projet qui portent, enfin des chefs de projet qui portent leurs projets, voilà, qui lancent les démarches et qui sont nos interlocuteurs privilégiés. Mais c'est un petit peu plus dans la marge. Très bien, très bien. Et autre question, est-ce que là, vous nous avez bien montré justement les résultats sur la partie ROI, est-ce que vous arrivez donc à chaque fois à chiffrer pour l'entreprise le bénéfice qu'elle va tirer, mais de façon chiffrée? Et est-ce qu'il y a un suivi pour voir si effectivement l'investissement réalisé a permis d'avoir comment dire, un vrai bénéfice sur son investissement, un vrai retour sur investissement? Alors là, c'est du cas par cas. Il y a certains domaines de l'intelligence artificielle où c'est plus difficile d'avoir un ROI déterminant, comme par exemple l'IA générative. C'est assez difficile. Alors, je parle de l'IA gène parce que c'est très tendance en ce moment et tout le monde en parle, ça fait beaucoup de bruit. Mais c'est assez difficile de déterminer un ROI réel. Souvent, il est qualifié en termes de gain de temps journalier par personne, notamment dans le support clientèle, dans les conseillers clientèle, des personnes qui vont avoir régulièrement besoin d'aller chercher dans une base documentaire des informations pour répondre à des clients, vont avoir un gain de temps via des outils d'intelligence artificielle générative. Sur des procédés un peu plus industriels, on peut avoir, comme l'a présenté Alan, sur les détections de fraude, pardon, de défauts ou de contrôle qualité, des pourcentages de nombre de défauts détectés ou nombre de maintenance anticipée par rapport aux défauts des années passées. Un projet d'IA est plutôt sur un ROI qui se vise à long terme. Et aujourd'hui, en 2025, l'IA est un peu au centre de l'attention de beaucoup de sociétés, mais ce n'est malgré tout que le début d'un processus d'investissement à grande échelle de beaucoup d'entreprises qui testent beaucoup de choses. Donc, on a aussi une grosse partie de notre activité qui est centrée sur vraiment ce qu'on appelle du coup le POC, qui est plutôt le prototypage, donc d'essayer des choses sans forcément qu'elles soient aujourd'hui réellement implémenté et déployé dans les systèmes d'information. C'est plus pour prendre, c'est quasiment de la recherche en fait à ce niveau-là, que ce soit des PME ou des plus grandes entreprises, avec des budgets plus acceptables, disons, entre guillemets, d'avoir la capacité d'identifier en fait des points, des pain points ou des leviers économiques sur lesquels s'orienter avec le temps via des modèles d'intelligence artificielle. Et donc Très de là, bien, on est super. capable voilà, de déterminer des ROI, mais c'est assez difficile de mettre certains chiffres dessus. Ok, parfait, merci. Ben, du coup, je vois le temps qui passe. Je vais donner la parole à Laura pour présenter l'offre dynamique et nous enchaînerons sur la seconde partie. Merci beaucoup. Anne-Cécile, juste une petite pause. J'ai quand même une question du chat à Pardon. laquelle nos intervenants peuvent peut-être répondre. C'est une question. Donc, rencontrez-vous un besoin d'acculturation côté entreprise sur les spécificités d'un projet IA, techniques, contraintes, coûts, etc. Donc, besoin d'acculturation. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Bah, ça va dépendre vraiment des organisations, mais effectivement, ce besoin d'acculturation, il
il revient. Il y a encore des organisations qui ne sont pas mûres, comme on le dit, sur ces sujets-là. Et du coup, effectivement, alors l'acculturation, elle va pouvoir aller sur toutes les thématiques qu'on vous a présentées. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a approché ce sujet-là, en créant des formations sur chacune de nos expertises, à pouvoir transmettre le bébé à l'issue de nos projets et qu'il soit entre de bonnes mains chez nos clients bien formés. Donc oui, il y a des choses qui sont en place et il y a un besoin qui revient régulièrement. Par contre, sur l'aspect contrainte, je ne suis pas sûr de comprendre le sens de la question. Ouais, je ne sais pas si tu as un complément à apporter. Donc, très simplement, il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui font appel à des ateliers, ce qu'on appelle des ateliers d'émergence de cas d'usage, qui sont en fait plus des réunions de brainstorming qui sont animées par des experts en intelligence artificielle qui vont permettre aux décideurs en fait, d'identifier les éléments sur lesquels s'orienter les plus propices à monter un projet d'intelligence artificielle. Eh bien, merci beaucoup. Et justement, ça fait une belle transition avec la présentation de Dynamique. Donc, j'espère que je pourrai donner une partie de la réponse. Mais en tout cas, c'est un besoin qu'on a rencontré lors de nos rencontres avec des PME de Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a rencontré pas mal d'entreprises qui se posaient la question de est-ce que l'IA est fait pour mon entreprise? Qu'est-ce que ça peut m'apporter exactement? Et justement, Dynamique, on propose plusieurs services qui peuvent vous accompagner dans ce sens. Et peut-être, avant d'aller plus loin sur nos services, peut-être recontextualiser un petit peu Dynamique. Donc, Dynamique, c'est un accompagnement qui est financé par l'Union européenne et la région Nouvelle-Aquitaine. Notre objectif, ça va être d'accompagner les PME et les collectivités publiques dans leur transformation digitale. On va les accompagner à intégrer des technologies de pointe, dont l'IA, mais pas que. On va également s'intéresser à tout ce qui est robotique, jumeaux numériques ou encore IoT. Et pour cela, on a créé un consortium de 13 partenaires qui sont en région Nouvelle-Aquitaine, qui ont des compétences complémentaires très variées pour accompagner au mieux les entreprises. Donc notre but, c'est d'être un guichet unique à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine et d'être aussi un tiers de confiance. Donc ici, je vous mets juste un petit exemple des différents sujets qui ont déjà été traités dans le cadre de Dynamique. Donc, on a déjà accompagné des entreprises dans leurs projets d'optimisation de leur production, leur contrôle qualité, l'inventaire industriel. On les a également accompagnés pour améliorer l'efficacité énergétique et leurs ressources, ou encore sur des sujets comme la sécurité au travail. Donc, on a vraiment un spectre qui est très large et on s'adapte aux besoins des entreprises qui nous contactent et qui viennent vers nous. Donc, comme je vous l'ai indiqué, Dynamique, on propose des services et des expertises qui sont vraiment à la carte. Donc, notre but, c'est d'être au service des PME de Nouvelle-Aquitaine et de répondre à leurs besoins. Donc, on a des services pour cela qui sont très variés. On va avoir des tests et expérimentations, donc vraiment des services très plutôt technologiques. On va vous aider à identifier, tester, valider une technologie. On va aussi accompagner les entreprises vers un POC. On peut également vous proposer des services en termes de formation et d'accompagnement RH. Donc justement, c'est là que rentrent un petit peu en jeu toutes ces questions d'acculturation. On propose notamment une formation dédiée à l'acculturation à l'intelligence artificielle. On va également avoir d'autres sujets comme la cybersécurité. On propose également des services de recherche de financement et de partenaires. Justement, sur la recherche de financement, on accompagne les entreprises à identifier des financements qui soient publics ou privés.
Et je vous ai mis ici un exemple d'accompagnement que nous réalisons et que plus en particulier vous êtes chanceux, Frédéric et Anne-Cécile ici présents réalisent. Donc on propose un service d'accompagnement au montage de projets de développement. Donc c'est-à-dire qu'on va vous aider à identifier la bonne opportunité de financement pour votre projet de développement. Donc ici on est plus sur des financements privés. Anne-Cécile et Frédéric vont vous accompagner sur la relecture de votre dossier et par exemple la préparation de votre pitch devant des investisseurs. Et selon la maturité de votre dossier, de votre entreprise, donc qui seront évalués par Anne-Cécile et Frédéric, ils pourront vous mettre en relation avec des investisseurs. Donc, pour réaliser l'ensemble de ces services, vous voyez ici les 13 partenaires dont les noms ne vous sont certainement pas inconnus. Donc, nous avons par exemple ADI Nouvelle-Aquitaine qui coordonne le projet. Vous allez retrouver évidemment Aerospace Valley et Alpha RLH qui sont les 2 pôles de compétitivité. Et ensuite, vous allez retrouver des centres de recherche, des centres technologiques. Donc, vous allez avoir par exemple le CATI, le CEA, le CETIM, Nactronic, l'INRIA, etc. Donc, chacun avec un domaine d'expertise spécifique, mais on travaille tous en synergie pour répondre aux besoins de l'entreprise. Et pour vous donner un petit peu une idée du parcours de Dynamique et de son fonctionnement, voici donc le parcours client, on va dire. Comment ça se passe si vous voulez intégrer Dynamique et faire appel à nos services. Ça se passe d'abord par une prise de contact. Donc vous aurez mon contact à la fin de ce webinaire. On va organiser un premier diagnostic pour évaluer vos besoins. Donc là, c'est vraiment des échanges où on va passer en revue l'ensemble de vos défis. Et ensuite, l'ensemble des partenaires de Dynamique vont prendre connaissance de vos défis et vous proposer des solutions. Et après, c'est vraiment à la carte. Vous choisissez les services selon les priorités de votre entreprise. Et ensuite, les services sont déployés après une contractualisation. Donc, vous signez une convention de prestation de service avec le coordinateur du projet, donc ADI Nouvelle-Aquitaine. Et ça va vous permettre de réaliser ces services, sachant que une fois un service déployé, mis en place, il vous est tout à fait possible de faire de nouveau appel à nous pour aller plus loin ou pour un service complémentaire. Et je finirai par un petit rappel sur l'éligibilité des entreprises à ce dispositif. Donc, je l'ai indiqué, nous, on s'adresse aux entreprises manufacturières ou des entreprises qui font des services à l'industrie. Il faut que vous soyez basé en Nouvelle-Aquitaine et que vous soyez une structure avec moins de 3000 salariés. Donc, on s'adresse plutôt à un public start-up, PME et petite ETI. Donc, si vous avez des questions sur ce dispositif, n'hésitez pas à les poser dans le chat et vous aurez également mon contact à la fin du webinaire pour aller plus loin. Parfait, merci Laura. Je laisse la parole du coup à Frédéric et Nicolas. Alors, ouais, sans transition, Nicolas, on va donc aborder la deuxième partie de notre webinaire avec vous, qui allez nous présenter donc votre vision de financeur sur ces projets IA. Je vous laisse. Bonjour à tous, bonjour Frédéric, merci pour cette invitation. L'idée, alors peut-être avant de aller sur les outils d'accompagnement portés par BPI en 30 secondes. BPI France, c'est le bras armé de l'État pour accompagner les PME et les ETI essentiellement, mais aussi les groupes sur le territoire français, une 60aine d'implantations, 4000 collaborateurs et donc 60 implantations dans les différentes régions de France, et dont Nouvelle-Aquitaine, 5 implantations, et on travaille en partenariat avec l'ensemble de l'écosystème. Sur le volet IA, on a co-construit une offre déjà depuis quelques mois, voire un petit peu plus de 2 ans, sur 2 volets. Un premier volet plutôt d'aide à la faisabilité qui s'inscrit dans le cadre d'IA Booster France 2030, qui est complémentaire de ce qui a pu être présenté précédemment, notamment Dynamique. L'idée de cet accompagnement, c'est de vous aider sur la phase amont,
Donc, à la fois, on est sur 3 phases. Une phase 1 sur de l'acculturation. Alors, tout à l'heure, il y avait des questions autour de l'acculturation, ça tombe bien. L'idée, c'est vraiment là d'être en amont, très en amont. Donc, on est sur des outils digitaux, des outils en ligne. On va être sur du webinaire, sur des formations, sur de l'autodiagnostic. C'est complètement gratuit. Donc, ça peut servir avant de lancer un projet, de pouvoir faire participer les équipes à cette phase-là. Ensuite, on a une phase 2 où là, on va être dans la phase plutôt de diagnostic. On va s'appuyer sur un certain nombre d'experts qu'on a pu habiliter. L'idée, c'est de faire émerger un certain nombre, et ça a été dit tout à l'heure, de cas d'usage. On est sur un accompagnement qui dure une dizaine de jours. Et ensuite, on peut vous accompagner et aller un petit peu plus loin, notamment aux côtés des dispositifs portés par Dynamics, sur une phase 3, où l'idée là, c'est de se focaliser sur un cas d'usage et vous aider dans la mise en œuvre de ce cas d'usage. Donc là, on est vraiment sur la partie amont. Alors, dans le cartouche à droite, il est rappelé à destination de qui s'adressent ces accompagnements. Je ne vais pas le redire, tout est écrit dans le texte et vous aurez les supports ensuite. Donc on peut passer à l'étape d'après, d'une fois effectivement qu'on a identifié un cas d'usage, qu'on a mis en œuvre et réfléchi à la solution, comment on le finance. C'est là l'idée de cet échange ensuite en plus avec Frédéric, puisque c'est assez récent aujourd'hui de financer en fait de l'IA. Alors nous, chez BPI France, on considère que l'IA, c'est de l'immatériel, au même sens que tout ce qui va être dépenses de transition énergétique, de digitalisation. Donc, pour financer ces investissements-là, on a une gamme de produits qui est assez large, dont notamment le contrat de développement investissement, qui va être un prêt avec un certain nombre de singularités, notamment le fait de pouvoir avoir une absence de garantie, d'avoir du différé, le temps d'avoir un retour sur investissement. On est sur des prêts qui sont patients et on peut accompagner des projets, à la fois des premiers projets, puisqu'on voit le montant minimum est de 50 000 €, mais on peut aller sur des projets très structurants, puisque ces prêts peuvent atteindre des assiettes jusqu'à 2 millions d'euros. On est toujours dans les règles habituelles de BPI France, hein, je les rappellerai, je n'irai pas plus dans le détail. On est sur du cofinancement, c'est-à-dire lorsque BPI France finance 1 euro, l'entreprise dans sa globalité sur l'ensemble de ses projets doit nous prouver un effet de levier, c'est-à-dire la souscription auprès d'établissements bancaires de crédit d'un même montant. Ces dispositifs, hein, ils sont. Alors, vous pouvez avoir plus d'informations, bien sûr, en vous connectant sur le site de BPI France, mais comme je l'ai dit, on a 5 implantations en Nouvelle-Aquitaine et nos chargés d'affaires sont à vos dispositions pour vous rencontrer et pour voir de quelle façon on peut, à travers de ces outils, vous accompagner dans le cadre de vos financements liés à l'IA. Merci Nicolas. Moi, j'aurais donc quelques questions à vous poser au sujet du financement des projets IA. Tout d'abord, une première question. Quand une entreprise manufacturière envisage d'intégrer l'IA dans le but d'améliorer un processus industriel, on a vu qu'elle allait devoir potentiellement investir ou réaliser des dépenses qualifiées d'immatérielles. Alors, en premier lieu, est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'on entend par dépenses immatérielles et en quoi est-ce différent des dépenses dans l'innovation? Alors, effectivement, l'immatériel est souvent, par peut-être abus de langage ou de façon réductrice, associé à l'innovation. Alors, des dépenses immatérielles peuvent être des dépenses d'innovation, mais le cadre est beaucoup plus large. On peut prendre un exemple très rapide d'un réseau de distribution qui souhaiterait se développer. Effectivement, il va avoir des dépenses matérielles, peut-être un nouveau bâtiment, des véhicules pour ses commerciaux, mais un certain nombre de dépenses immatérielles comme des licences, des brevets,
du recrutement de nouveaux commerciaux, de l'IA aussi peut-être. Donc l'immatériel est beaucoup plus large que les simples dépenses d'innovation et vient généralement en complément des investissements plus traditionnels, plus matériels, de l'immobilier ou des véhicules par exemple. Merci. Du coup, comment les PME manufacturières, qui ne sont pas des startups innovantes, proprement parler, financent-elles leurs dépenses immatérielles? Est-ce qu'il y a des solutions de financement privé qui sont privilégiées et quelles sont-elles? Alors, plusieurs possibilités pour financer effectivement son immatériel. Ceux où les entreprises ont le plus recours, souvent le plus recours, notamment les PME et même les ETI, ça va être l'autofinancement pour financer ses dépenses immatérielles. C'est le premier réflexe. Ensuite, vient le recours souvent à de la dette. Alors, à de la dette accordée par ses partenaires bancaires, alors soit des facilités court terme ou soit des concours moyen terme. Et en dernier lieu, lorsque les projets sont très structurants, il peut y avoir des réflexions autour de l'ouverture du capital auprès de fonds d'investissement. D'accord. Et du coup, donc, quelles sont les contraintes posées par le financement de l'immatériel? Est-ce qu'il existe une approche spécifique pour un financeur, hein, pour apprécier le bien fondé de ce type d'investissement et obtenir son accord? Alors, comme dans tout dossier effectivement de crédit, la banque va bien évidemment analyser le projet de façon classique, une analyse bien évidemment de la documentation financière, du marché de l'entreprise, de son secteur d'activité, de son équipe de direction. Mais ça, j'ai envie de dire que ce soit un investissement immatériel ou matériel, cette phase-là existe. Ce qui va être un petit peu plus différent dans l'immatériel, comme on l'a dit, c'est qu'on n'a pas de valeur de gage, c'est-à-dire on n'a pas d'actifs, de garantie à proposer en face. Donc les comités de crédit, on est souvent sur des charges, hein, des dépenses de recrutement, de la formation. Donc là, on va raisonner un petit peu différemment, on va avoir une analyse projet, et c'est notamment le cas d'ailleurs de l'IA. C'est un projet dans son ensemble, à la fois avec des investissements matériels et de l'immatériel. Et qu'est-ce que ça va permettre à l'entreprise d'améliorer, on l'a vu tout à l'heure, sa productivité, d'aller peut-être être plus efficiente, d'aller chercher des parts de marché. Et donc, c'est dans la présentation du dossier en fait, qui va être fait aux partenaires. Et c'est là où c'est capital d'être bien accompagné pour mettre en avant auprès des financeurs le gap que va permettre cet investissement en fait, dans l'IA pour transformer l'entreprise. Merci Nicolas. Maintenant, si vous le voulez bien, on va peut-être faire un focus sur BPI France. On a vu que BPI France donc, cofinançait certains projets avec l'aide d'autres banques. Comment BPI France accompagne ce financement de l'immatériel? Et on parle peut-être après des dispositifs publics, si vous pouvez nous en dire un mot. Oui, tout à fait. Alors, nos interventions, on l'a vu, on a des outils un petit peu plus spécifiques qui viennent financer l'immatériel. Le contrat d'investissement, développement investissement en fait partie. Après, on peut utiliser d'autres outils qui sont plus classiques. On peut bien évidemment penser, comme on vient de le dire, à des ouvertures de capital lorsque les projets sont très structurants. Aux côtés de fonds d'ailleurs régionaux bancaires, hein. Il y a aujourd'hui des outils comme NACO ou comme Akiti en région Nouvelle-Aquitaine avec qui on peut travailler sur ces sujets-là. On peut travailler aussi et mobiliser nos équipes en fonction de la maturité et où on se trouve en fait dans le projet, nos équipes chez nous, chez BPI France, qui s'occupent de l'innovation. On a aussi des fonds filières et des fonds thématiques. Donc en fait, à chaque projet, on va essayer de mobiliser en interne
les bonnes ressources. Et surtout, effectivement, c'est important, ça dépend en fait de la maturité du projet. Plus on est sur quelque chose qui se rapproche de l'investissement, plus effectivement on sera sur du financement moyen terme ou du haut de bilan. Plus on est sur des choses qui sont dans la preuve de concept, plus là on va être sur de l'avance remboursable, notamment, ou des appels à projets quand il y en a sur des thématiques. Mais ça, c'est nos équipes qui seront à même, avec les personnes chez vous dans l'entreprise, de valider en fait ce niveau de maturité. Est-ce qu'on est plus proche de l'investissement ou de l'innovation? Oui, de fait, comme l'investissement donc financé ne peut pas être nanti, ni hypothéqué, ni gagé, l'absence de contrepartie rend l'investissement donc plus risqué. Il va pour la banque, et il va donc nécessiter la mobilisation de fonds propres plus importants, mais elle va également peut-être demander des garanties sur cet investissement. Et je crois que BPI France est un peu spécialisé dans ce type de solutions de financement. Tout à fait. Aujourd'hui, l'IA nécessite des investissements, on l'a vu, qui peuvent être des premiers investissements à la portée d'un certain nombre d'entreprises, mais des investissements qui peuvent être plus significatifs, où là, il faut des moyens importants. Et donc, qui dit moyens importants pour une banque, pour un financeur, avec en face une absence de garantie, dit un besoin, lorsqu'il n'y a pas de garantie naturelle, d'aller chercher des garanties complémentaires. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de dispositifs qui existent chez BPI France, où on contre-garantit des prêts accordés par les banques sur des phases de transmission, de création ou autres. On a développé aussi une gamme de garanties dédiées, notamment sur les sujets de la transition environnementale, notamment la garantie de production d'énergie renouvelable, la garantie verte. Et je pense qu'en fonction des développements qu'on pourra connaître sur les sujets IA, il y aura peut-être demain des produits de garantie dédiés pour faire face à ces enjeux. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais on a des mécanismes plus généralistes de garantie qui peuvent être opérants dans les cas de figure de financement de ces sujets IA. Merci Nicolas. Bon, comme le temps avance et passe un peu, je dirais donc juste pour conclure que bon, le financement de l'immatériel peut revêtir donc de nombreuses formes de financement, dont le crédit. Et pour faciliter ce crédit, trouver des bonnes garanties paraît essentiel. À ce titre, BPI France donc propose des solutions, des facilitations de crédit par le biais de ces garanties, qui peuvent être également abondées par la région Nouvelle-Aquitaine, voilà, pour aller au-delà des 50% de garantie sur prêt. Donc, trouver les bonnes garanties est essentiel. Donc, l'Europe, BPI France, la région Nouvelle-Aquitaine peuvent apporter des solutions parce qu'elles proposent donc des cofinancements et des garanties. Voilà pour résumer un petit peu la partie des financements des projets IA. Merci Nicolas. Comme le temps file, effectivement, je pense qu'on va pouvoir conclure ce webinaire. Tout d'abord, je vais remercier tous les intervenants qui ont trouvé un peu de temps libre dans leur emploi du temps très chargé pour participer à ce webinaire. Donc, les différentes interventions vous ont permis, je pense, d'avoir un bel aperçu sur les différents cas d'usage possibles de l'IA dans l'industrie manufacturière, mais aussi sur les prérequis qui sont nécessaires pour intégrer de l'IA. Ça, c'est quelque chose d'important, je pense, qu'il y a à retenir. Et puis aussi, vous donner un aperçu des retours sur investissement. Donc, nous espérons que ce webinaire vous a donné envie éventuellement d'intégrer de l'IA. Et à ce titre, donc, vous avez pu voir qu'il y a de nombreux dispositifs qui sont là pour vous accompagner. Notamment Dynamique qui constitue un point d'entrée, je dirais, sur l'IA. Et donc, je répète qu'on on se veut un tiers de confiance pour vous accompagner et pour dérisquer votre activité avant d'aller vers des dispositifs peut-être plus approfondis ou diversifiés. Donc, je vous remercie. Je vous mets également
j'ai oublié de vous mettre la dernière slide avec les contacts de nos intervenants. Donc, n'hésitez pas aussi à les contacter en cas de questions. Et ce webinaire, du coup, sera également disponible en replay sur le compte YouTube d'ADI. Voilà. Je vous remercie. Merci. Bonne journée.